Un contrat de 200 millions de dollars. Une salle privée dans le restaurant le plus exclusif de Londres. Le milliardaire Sheikh Khaled Al-Jamil tient un stylo, prêt à signer le document qui va lui permettre de récupérer l'héritage perdu de sa famille. Son équipe d'experts, ses avocats et un historien respecté ont tous donné leur aval. Le virement d'encart est prêt. Mais au moment où le stylo descend vers le papier, la seule personne dans la pièce qui connaît la vérité n'est pas un expert. C'est la serveuse, Anna Thompson, cette fille invisible qui verse leur café. Et elle s'apprête à violer toutes les règles, à risquer sa vie et à révéler un mensonge catastrophique en prononçant 5 simples mots dans une langue que personne ne pensait qu'elle maîtrisait. La pluie à Mayfair ne tombait pas vraiment, elle s'imposait. C'était un mardi froid et battant du mois d'octobre. La lumière grise de Londres transformait le laiton poli du restaurant L'Aléien en un or terne et aqueux. À l'intérieur, c'était un autre monde, une cathédrale feutrée d'argent ancien et de pouvoir neuf où les tapis étaient si épais qu'ils semblaient avaler le bruit des pas. Et dans ce monde entrait chaque jour Anna Thompson, se sentant comme un fantôme. À 27 ans, Anna était un chef-d'œuvre d'invisibilité étudié. Son uniforme, une robe noire stricte et un tablier blanc impeccable, étaient irréprochables. Ses cheveux châtain clair étaient tirés en un chignon si sévère qu'il lui tirait sur les tempes, provoquant une migraine sourde permanente, l'une des nombreuses qu'elle endurait. Elle était pâle, avec des yeux noisettes banales, et elle avait perfectionné l'art de glisser dans une pièce, de remplir un verre d'eau et de disparaître sans jamais croiser un regard. Elle était, à tout point de vue, la serveuse idéale pour un établissement comme L'Aléien. Mais Anna Thompson n'était pas seulement serveuse, elle était une érudite. Fille de feu le docteur Alia Al-Shami, un nom que l'on prononçait dans les couloirs sacrés de l'université avec la même révérence que celui des anciens scribes. Alia Al-Shami, la plus grande spécialiste mondiale de l'écriture koufique du IXe siècle, une paléographe capable de dater un manuscrit à la simple pression de la main du calligraphe. Anna avait grandi non pas avec des comptines, mais avec le rythme de la poésie pré-islamique. Les berceuses de sa mère étaient les récits des Mu'allaqat, les odes suspendues de la Mecque. Son père, David Thompson, diplomate britannique, avait rencontré sa mère à Damas. Leur histoire d'amour était faite d'intellect partagé et de cultures qui s'entrechoquaient. Une vie tranquille de livres et de débats académiques, puis la guerre, puis la fuite, puis Londres, puis la maladie de sa mère, et maintenant ceci. Anna, titulaire d'un double first à Oxford en langue sémitique et en papyrologie, croulait sous 80 000 livres de dettes pour les soins médicaux privés de sa mère. Le monde universitaire, avec ses bourses mal payées et ses cercles népotiques, n'avait pas de place pour une femme discrète, en deuil et qui n'avait aucun goût pour l'autopromotion. Alors, elle s'était cachée à L'Aléien, un endroit si cher et si exclusif qu'elle n'avait jamais à craindre de croiser quelqu'un de son ancienne vie. Son directeur, M. Davids, était un homme qui vivait au rythme du carnet de réservation. Thompson, avait-il sifflé lors du briefing du matin, la voix comme un froissement de papier sec. Suite Penthouse à 19 h, vous êtes en service principal. Ce ne sont pas des clients ordinaires. Vous ne parlerez pas, vous ne serez pas vu, vous anticiperez. Compris ? Oui, monsieur Davids, avait murmuré Anna, le regard fixé sur le lobe de son oreille gauche. Ce n'est pas un dîner, Thompson, c'est une signature. Les invités sont le cher Khaled Al-Jamil et sa suite, ainsi qu'un groupe de consultants. Ils ont réservé toute la suite. Personne d'autre à l'étage. La sécurité a déjà balayé la pièce. Vous passerez au détecteur avant de monter. Anna avait simplement hoché la tête. Le cheikh Khaled Al-Jamil, même elle en avait entendu parler. Pas un prince playboy clinquant, mais un vrai poids lourd. Un reclus, un faiseur de roi des Émirats arabes unis dont la fortune personnelle dépassait l'entendement. Il dirigeait l'un des plus grands fonds souverains du monde, mais sa véritable passion était l'histoire, plus précisément celle de sa propre famille. On disait qu'il était obsédé par la récupération d'artefacts et de documents dispersés lors de la chute de l'Empire ottoman. À 18h45, Anna se tenait devant l'entrée de service de la suite Penthouse. Un homme au visage sévère, costume impeccable, clairement un ancien des forces spéciales, brandissait un détecteur de métaux. Britannique, mais son oreillette crépitait en arabe. Anna comprit instinctivement l'homme à l'autre bout. L'étage est stérile, le colis arrive dans 5 minutes. L'agent de sécurité, dont le badge indiquait « Franck », la toisa. « Bien, vous avez été briefé, regard baissé. Ne parlez que si on vous adresse la parole, et on ne le fera pas. » Il ouvrit la porte. La suite était à couper le souffle. Ce n'était pas un restaurant, mais un immense appartement privé au plafond de 6 mètres, avec une cheminée ronflante et une terrasse donnant sur l'étendue sombre et pluvieuse de Hyde Park.
Au centre de la pièce, une immense table en acajou était dressée pour 5 personnes. À 19h03, les invités arrivèrent. Le cheikh Khaled Al-Jamil était plus menu qu'Anna ne l'avait imaginé. La cinquantaine tardive, barbe grise soigneusement taillée, des yeux qui semblaient absorber toute la lumière de la pièce. Il portait un simple costume gris anthracite taillé sur mesure, pas de tenue traditionnelle. Avec lui se trouvait un conseiller plus âgé, le docteur Barakat, et son avocat britannique, un certain James. 5 minutes plus tard, arriva le groupe de consultants. L'énergie changea du tout au tout. L'homme qui entra le premier était Richard Sterling. Il incarnait la flûte de champagne humaine, grand, mince, élégant et dangereusement acéré. Son costume de Savile Row coûtait probablement plus cher que toutes les études universitaires d'Anna réunies. Son sourire était éblouissant et carnassier. « Votre Excellence » ronronna-t-il en s'inclinant légèrement. « Un plaisir, un véritable plaisir. » Derrière lui venait l'experte, le docteur Evelyn Reed. Soixantaine, carré gris sévère, veste en tweed. Elle avait tout de l'historienne distinguée d'Oxford. Elle portait une lourde mallette pélicane argentée à contrôle climatique qu'elle posa sur la table avec un soin exagéré. Anna se déplaçait comme une fumée. Elle versa de l'eau fraîche, plate, pas gazeuse, la préférence du cheikh, elle avait lu le dossier. Elle servit les amuse-bouches, construction délicate de caviar et de feuilles d'or, les mains parfaitement stables. « Eh bien, si nous commencions » lança Sterling, les mains jointes, incapable de cacher son excitation. Le docteur Reed posa la mallette sur la table et déverrouilla les 4 fermoirs renforcés. Le bruit résonna dans le silence. Elle ouvrit le couvercle. À l'intérieur, niché sur un lit de velours noir, il n'y avait ni bijoux ni idole en or, juste un document. Une unique feuille de vélin crème vieillie, couverte d'une écriture arabe dense et magnifique. Elle était liée par un ruban vert fané et scellée d'un grand cachet de cire complexe. « Votre Excellence » déclara le docteur Reed voix vibrante d'autorité académique, la charte Al-Jamil, datée, comme nous l'avions évoqué, de 988 après Jésus-Christ. L'acte original de concession de terre à votre ancêtre Algy le Grand par le calife lui-même. Perdu pendant 1000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Le cheikh se pencha en avant, les yeux rivés sur le document. Son conseiller, le docteur Barakat, historien lui-même, enfila une paire de gants blancs et une loupe de joaillier. Il examina le parchemin, le souffle court. Anna, près du chariot de service, préparant le thé à la menthe, jeta un regard furtif à la calligraphie. Elle était magnifique, un puissant koufique ancien. Le style que sa mère lui avait appris à écrire avant même l'alphabet latin. Et soudain, une petite écharde glacée de doute s'insinua en elle. Quelque chose n'allait pas. Elle détourna rapidement les yeux, versa l'eau chaude, le parfum de menthe fraîche emplit l'air. Ce n'était rien, juste ses nerfs. Elle n'était qu'une serveuse, un fantôme. Comme vous pouvez le constater, reprit le docteur Evelyn Reed, la provenance est irréprochable. Elle utilisa un petit pointeur laser argenté dont le point rouge dansait sur le vélin ancien. Anna se tenait immobile contre le mur près des lourds rideaux. Elle était prisonnière, elle ne pouvait quitter la pièce tant que le service n'était pas officiellement suspendu et qu'il n'était pas passé de la présentation au dîner. Elle était donc forcée d'écouter une conférence dont elle avait l'impression d'avoir été destinée à l'entendre depuis sa naissance. « Nous l'avons acquis auprès d'un collectionneur privé à Istanbul », intervint Sterling d'une voix suave, un homme dont la famille avait, disons, la garde de plusieurs pièces des anciennes archives impériales. L'état était déplorable. Le docteur Reed a passé les 18 derniers mois à la restauration et à l'authentification. Le docteur Reed hocha brièvement la tête et reprit la parole. Le vélin, comme vous l'aviez exigé, a été daté au carbone par l'Institut fédéral suisse de technologie à Zurich. Les résultats sont concluants. Peau de chèvre de 950 après GC, plus ou moins 30 ans, parfait pour la date de 988 mentionnée dans le texte. L'avocat du cheikh, James, griffonna une note. La datation est confirmée, Votre Excellence. L'encre, poursuivit le docteur Reed, est un composé classique de noix de Galles et de fer, conforme à l'époque. Nous avons effectué une analyse spectroscopique, signature chimique pure, aucun contaminant moderne, aucun dioxyde de titane, rien qui suggère un faux du XXe siècle. Le docteur Barakat, penché sur le document, murmura en arabe. Le sceau, c'est incroyable, c'est le lion des Jamil. Je n'en avais vu que des croquis dans des sources secondaires. Parfait, en effet, répondit Reed avec un mince sourire. Le sceau était la dernière pièce du puzzle. Il authentifie le document et le document authentifie le sceau. Un cercle herméneutique parfait. Anna sentit de nouveau cette écharde glacée. Un cercle parfait. La voix de sa mère, nette et tranchante dans leur bureau poussiéreux de Damas. « Anna, Habibti, ne fais jamais confiance à la perfection.
La perfection est la marque du faussaire. Le vrai maître est humain, il fait des erreurs, il se fatigue, il bavoche. Le mensonge est toujours parfait parce que le menteur a peur d'être pris. La vérité, elle, est désordonnée. Anna repoussa la pensée. Elle n'était qu'une serveuse, ce n'était pas son monde. Sterling fit un geste vers les avocats. Et bien sûr, le document lui-même, la récupération des terres connues sous le nom de désert blanc, un territoire dont la propriété est contestée depuis un siècle. Ce document, il tapa légèrement sur la table, met fin à cette contestation. Il accorde à votre lignée, votre excellence, une revendication souveraine indiscutable. Les 200 millions de dollars ne sont pas un prix. Franchement, c'est une bagatelle, un simple droit de timbre pour un royaume. La pièce était saturée d'odeurs de vieux papier et d'argent neuf. « Dr. Reed, dit enfin le cheik, d'une voix calme mais qui imposait le silence. Le texte, la calligraphie, vous êtes absolument certaine du style ?» C'était la question qu'Anna hurlait intérieurement. « Absolument !» répondit le Dr. Reed sans l'ombre d'une hésitation. « L'écriture est un exemple textbook du koufik oriental de la fin du Xe siècle. Notez la forte verticalité, l'angularité prononcée des lettres kaf et alif. C'est l'écriture royale formelle de l'époque. Vous trouverez des exemples comparables à la grande mosquée d'Ispahan. » Le docteur Barakat hocha la tête. « Elle a raison, mon cheik, c'est irréprochable. Je mettrai ma réputation en jeu. C'est le plus bel exemplaire que j'ai jamais vu. » Irréprochable, magnifique, parfait. Les mots résonnaient dans la tête d'Anna. Elle remplissait le verre d'eau du docteur Barakat, ses mouvements lents et silencieux. Cela la rapprocha de la table, assez près pour voir. Ses yeux balayèrent le texte. Au début, elle ne le lisait pas vraiment, elle le ressentait. Le rythme, l'espacement, le flux. Et c'est là qu'elle le vit. Ce n'était pas une seule chose, c'était une douzaine de petits détails. Les points diacritiques, les voyelles courtes, les points et les traits qui donnent à l'arabe sa prononciation. Le docteur Reed l'avait qualifié de koufik du Xe siècle, mais les marques voyelles étaient dans le style nasri. Le nasri est une écriture cursive développée plus tard, standardisée au XIIIe siècle pour être plus lisible. Trouver des diacritiques nasri sur un document koufik du Xe siècle était étrange. Une variation régionale? Possible, mais hautement improbable pour un document de cette importance. Et puis, elle vit la lettre kaf, une seule lettre. Elle était angulaire, comme l'avait dit Reed, mais la fioriture finale. Elle présentait une légère courbe presque imperceptible qui n'avait rien à faire au Xe siècle. C'était une fioriture du script Toulouse du XIIIe siècle, la touche personnelle d'un calligraphe ou l'erreur d'un faussaire. Ses yeux balayèrent la page. Son esprit, instrument affûté par la meilleure spécialiste au monde, était désormais pleinement éveillé. Il scannait le texte, non plus le style, mais le contenu. Elle était un fantôme, debout juste derrière Richard Sterling qui riait à une petite plaisanterie de l'avocat. Elle lut une ligne, puis une autre, et soudain, elle vit le mot. Un mot tout simple, niché au milieu d'une longue phrase concernant les frontières territoriales et les droits sur l'eau. Le mot était « kahwa ». Le sang d'Anna se glaça. Elle manqua laisser tomber la lourde carafe d'eau en verre. Sa main, celle qui tenait la carafe, se mit à trembler. Kahwa, café. Le texte était une charte du Xe siècle, 988 après Jésus-Christ. Le café, en tant que boisson, en tant que concept, n'avait été introduit dans la péninsule arabique depuis les hauts plateaux d'Éthiopie qu'à la fin du XVe siècle. Les premiers cafés de la Mecque et du Caire n'avaient été fondés que 500 ans après la prétendue rédaction de ce document. Le mot « kahwa » n'existait tout simplement pas dans ce contexte. C'était un anachronisme, une bévue de 5 siècles. Impossible. Comment le docteur Barakat avait-il pu passer à côté? Comment Evelyn Reed, avec ses 18 mois de recherche, avait-elle pu rater cela? Anna les observait. Barakat était aveuglé par le sceau, par l'idée même de la découverte. Reed n'était pas historienne. Elle était menteuse, une menteuse extrêmement douée. Elle avait construit une cage parfaite faite de datation au carbone et d'analyse spectroscopique. Mais elle avait oublié la chose la plus élémentaire, les mots. Richard Sterling faisait glisser les derniers feuillets du contrat sur la table. « Si votre Excellence veut bien signer ici, les instructions de virement sont dans ce dossier. Nous pourrons conclure cette soirée historique. » Le cheik saisit le lourd stylo en or Mont-Blanc. Il le décapuchonna. Le clic fut le bruit le plus fort qu'Anna ait jamais entendu. Il allait signer. Il allait transférer 200 millions de dollars pour un faux. Le cœur d'Anna battait comme un tambour contre ses côtes. La voix de M. Davis, « Vous ne parlerez pas.
Vous ne serez pas vu. Sa dette, son visa lié à cet emploi, sa nouvelle vie fragile et anonyme, tout pouvait disparaître. Elle pouvait être licenciée, expulsée. Ces gens n'étaient pas seulement riches, ils étaient puissants, ils pouvaient l'écraser. Le stylo du chèque planait au-dessus de la ligne de signature. Elle pensa à sa mère, à l'amour farouche et intransigeant de sa mère pour la vérité. « Laissez vivre mensonge, Anna, c'est devenir soi-même menteur », lui avait-elle dit. La pointe du stylo toucha le papier. « Non », murmura Anna. Personne ne l'entendit. Richard Sterling sourit, dents éclatantes. « Une nouvelle ère pour votre famille, chèque !» La terreur d'Anna fut soudain, brutalement remplacée par une rage froide et tranchante. Une rage contre l'arrogance, contre la paresse du mensonge, contre le manque de respect. Elle posa la carafe d'eau sur le chariot de service. Le tintement du verre sur l'argent trancha le silence de la pièce. Tous levèrent les yeux. Le fantôme venait de devenir visible. Le silence qui tomba n'était pas vide, il était lourd, chargé, absolu. 5 paires d'yeux puissants se fixèrent soudain sur la serveuse. Une fille qui n'avait rien à faire dans leur univers. Le visage d'Anna était pâle, mais ses yeux, pour la première fois, brûlaient d'un feu qui les déstabilisa. Richard Sterling fut le premier à craquer. Son sourire avait disparu, remplacé par un masque de fureur glacée. « Qu'est-ce que cela signifie? Sortez, vous interrompez !» Monsieur Davis, qui attendait dans le couloir, avait dû entendre le changement de ton. Il accourut, le visage livide. « Mademoiselle Thompson, qu'est-ce que vous faites? Mes excuses, Monsieur Sterling, votre Excellence, 1000 excuses. Elle est nouvelle, elle va être écartée immédiatement. » Anna. La voix du chèque coupa net les excuses paniquées de Davis. Il n'avait pas bougé, le stylo était toujours dans sa main, suspendu au-dessus du papier. Il la regardait, non, il la transperçait du regard. « Vous avez dit non. » Ce n'avait pas été un murmure, il avait entendu. Toute la vie d'Anna défila devant elle. L'appartement silencieux, les factures sur la table, le long trajet en bus pour rentrer. Tout était sur le point de s'évaporer. Elle fit un pas en avant, quittant le mur, entrant dans la lumière du lustre. Ses mains étaient si serrées que ses phalanges étaient blanches. « Ne signez pas ce document, dit-elle, la voix tremblante mais claire. Sterling bondit sur ses pieds. « C'est un scandale. Davis, appelez la sécurité. Je veux que cette folle soit arrêtée. » Frank, le chef de la sécurité du chèque, était déjà en mouvement, la main sur son oreillette. En 2 enjambées, il fut à côté d'Anna. « Mademoiselle, vous venez avec moi tout de suite. »« Attendez !» Le chèque leva la main gauche, geste simple et royal. Frank s'arrêta. Davis s'arrêta. Sterling, en pleine indignation, s'arrêta. Le chèque, lentement, délibérément, recouvrit le stylo et le posa sur la table. Il se cala dans son fauteuil, joignant les mains. L'accord à 200 millions de dollars était suspendu parce qu'une serveuse avait parlé. « Mademoiselle Thompson, c'est bien cela ?» demanda le chèque. Son anglais était parfait, teinté d'un léger accent britannique. « Oui, monsieur. Vous avez, il jeta un regard à son avocat, environ 10 secondes pour expliquer pourquoi je ne devrais pas vous faire expulser de ma présence et de cet établissement à titre définitif. Pourquoi je ne devrais pas signer. » La pièce retint son souffle. Le docteur Reed observait Anna avec une curiosité venimeuse. Sterling semblait au bord de l'apoplexie. Anna regarda au-delà de Sterling, au-delà des avocats, droit dans les yeux du chèque. Elle devait faire un choix. L'anglais, langue de son emploi, langue de sa cachette, ne suffirait pas. Elle avait besoin de la langue de sa mère, la langue de la vérité. Elle inspira profondément et parla. Tout son maintien changea. La serveuse soumise et invisible avait disparu. Son dos se redressa, son menton se leva, et la voix qui sortit n'était plus le murmure timide de Miss Thompson. C'était l'arabe, clair, précis, savant de Damas, un dialecte synonyme d'érudition ancienne. Monsieur ne signait pas. L'effet fut électrique. Les yeux du chèque s'écarquillèrent. Le docteur Barakat, son conseiller, laissa littéralement tomber sa loupe, qui heurta les tapis avec un bruit sourd. James, l'avocat, parut désorienté, ne comprenant rien, mais sentant le basculement tectonique de la dynamique de pouvoir dans la pièce. Sterling et Reed, qui manifestement ne parlaient pas la langue, semblaient perdus. Qu'a-t-elle dit » exigea Sterling. Le chèque l'ignora. Il répondit à Anna dans le même arabe formel. « Vous parlez arabe ?»« Oui, monsieur, je suis né dedans. »« Alors, parlez. Qu'y a-t-il » Anna regarda le document sur la table, objet de tant de révérence, et, dans cet arabe académique impeccable, elle porta le coup fatal. « C'est un faux. » Le chaos éclata.
Avant même que le Sheik ne puisse réagir, Richard Sterling avait compris le seul mot qui comptait pour lui. Faux. Il rugit, le visage cramoisi. Un faux? Comment ose-t-elle? Comment cette domestique ose-t-elle? Votre Excellence, c'est une insulte orchestrée. Je suis le directeur de Sterling Historical Acquisitions. Celle-ci, il pointa un doigt tremblant vers le docteur Reed, est le docteur Evelyn Reed de Lashmolian. Nous avons fourni datation au carbone, analyse spectroscopique, provenance complète. Elle est folle, déclara Reed en se levant, la voix coupante. Une employée dérangée. Elle cherche peut-être à vous extorquer de l'argent, Sheik. J'exige que vous appeliez la police. C'est une transaction de 200 millions de dollars, hurlait maintenant Sterling, perdant tout vernis. Je ne laisserai pas une gamine en tablier la faire dérailler. Frank, Davis, sortez-la d'ici. Elle est licenciée. Vous m'entendez? Licenciée. Je ne suis pas licenciée, répondit Anna, d'une voix calme qui trancha net la tirade de Sterling. Elle se tourna vers le Sheik, qui était resté d'un calme surnaturel, l'observant, l'analysant. « Monsieur, s'il vous plaît, dit-elle en arabe, demandez à votre expert, demandez au docteur Barakat, demandez-lui de lire la 7e ligne à partir du bas du premier paragraphe, celle concernant les droits sur l'oasis. » Le Sheik regarda son conseiller. Le docteur Barakat était blême, les mains tremblantes alors qu'il remettait maladroitement sa loupe. Il était humilié. Une serveuse osait le corriger dans son propre domaine, dans sa propre langue. « Docteur Barakat » lança doucement le Sheik, mais avec une pointe d'acier dans la voix. Gêné et furieux, le docteur Barakat se pencha sur le document. Il trouva la ligne. Il la lut. Ses lèvres bougèrent en silence. Il la relut. Et toute couleur quitta son visage. Il leva les yeux, pas vers le Sheik, mais vers Anna. Son expression était celle d'un choc pur, absolu. « Qu'y a-t-il, bon sang » aboya le Sheik. Le docteur Barakat regarda son employeur. Il déglutit. « Mon Dieu » murmura-t-il en arabe. « Le mot ici, kawa, il désigne les droits sur le café de l'oasis. »« Eh » demanda le Sheik. « Votre Excellence » bégaya le docteur Barakat. « Le café n'était pas connu au Xe siècle. Ce mot, c'est un anachronisme de 500 ans. » La pièce devint absolument, mortellement silencieuse. Le seul bruit était celui de la pluie qui fouettait les vitres du penthouse. Richard Sterling et Evelyn Reed, ne comprenant pas l'échange en arabe, furent momentanément déconcertés par le silence. « Eh bien, » exigea Sterling, « quel est le problème ?» Le Sheik tourna très lentement la tête vers Sterling. Ses yeux n'étaient plus calmes, ils étaient d'obsidienne pure. « Monsieur Sterling, » dit le Sheik d'une voix mortellement douce, « vous avez beaucoup de choses à expliquer. » Le basculement fut instantané. Les chasseurs devinrent les proies. « Je ne comprends pas, » balbutia Sterling, son assurance s'évaporant. « Quel mot? De quoi parle-t-il » Le docteur Evelyn Reed, en revanche, savait. Elle ne parlait pas arabe, mais elle savait parfaitement ce que signifiait anachronisme. Son visage, qui avait été un masque de fureur indignée, devint une toile soigneusement neutre. Elle calculait. « Il semble, » reprit le Sheik d'une voix dangereusement polie, « que ma serveuse ait une meilleure maîtrise de l'histoire du Xe siècle que votre équipe de recherche payée pendant 18 mois. » Il fit un geste vers Anna. « Mademoiselle Thompson, veuillez approcher de la table. » Anna avança. Frank, l'agent de sécurité, la suivit, non pour la retenir, mais pour la protéger. Sterling avait l'air hagard. « C'est absurde !» Le docteur Reed retrouva soudain la parole. « Un seul mot. C'est une erreur de scribe, une annotation ultérieure. Cela n'invalide ni le vélin, ni le sceau. La datation au carbone est concluante. »« Vraiment ?» demanda Anna, la voix désormais ferme. La peur avait disparu. C'était son monde, le monde de sa mère. Elle se tenait sur un terrain solide. « Docteur Reed, » dit Anna, son anglais aussi net que son arabe, « votre datation au carbone date le vélin. Elle date la peau de chèvre du Xe siècle, mais elle ne date pas l'encre. »« Je vous demande pardon ?» répliqua Reed outré. « Nous avons effectué une analyse spectroscopique. Je vous l'ai dit, c'est un composé fergallique pur. »« Tout à fait, » acquiesça Anna, « un excellent composé fergallique que l'on peut fabriquer dans n'importe quel laboratoire universitaire moderne. Mais vous avez commis une erreur. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun contaminant moderne, aucun dioxyde de titane. C'est exact. Ce qui est vrai, poursuivit Anna, mais toutes les encres fergalliques du Xe siècle contiennent des contaminants. Des traces provenant de la source d'eau, des noix de Galles, du chaudron dans lequel on les faisait bouillir. Une encre fergallique pure est elle-même un anachronisme. Elle est trop propre.
Elle marqua une pause. « Mais ce n'est pas votre plus grosse erreur. » Elle regarda le chèque. « Puis-je » demanda-t-elle en désignant les gants blancs que le docteur Barakat avait abandonnés. Le chèque hocha la tête. « Je vous en prie. » Anna glissa ses mains dans les gants, trop grands pour elle. Avec précaution, presque avec révérence, elle tourna légèrement la feuille de vélin pour capter la lumière du lustre. « Votre deuxième erreur, Dr Reed, concerne l'écriture. Vous l'avez qualifiée de Kufic Oriental Textbook. Vous n'avez pas tort, elle l'est. Trop textbook. Elle ressemble exactement aux exemples du monographe de 2005 du docteur Alia Al-Shami, La main Kufic, forme et fonction. C'est une copie parfaite. Mais un vrai scribe du Xe siècle, rédigeant une charte royale, n'aurait pas été aussi rigide. Il y aurait eu des variations humaines, un flux. Celle-ci, elle pointa du doigt, a été écrite lentement, avec application, par quelqu'un qui copiait un style sans l'habiter. Le docteur Reed était blanche comme un linge. Anna venait de citer le livre de sa propre mère. Votre troisième erreur, continua Anna, la voix plus assurée, concerne la lettre Kaf. Vous la voyez, docteur Barakat? Les fioritures sur les lettres terminales. Ce sont des fioritures Toulouf, un style du XIIIe siècle. Elles sont magnifiques, mais elles n'ont rien à faire là. Elles ont 300 ans de retard. Le docteur Barakat la fixait, le visage mêlant admiration et honte. Oui, je le vois maintenant. Comment ai-je pu? Vous cherchiez le sceau, répondit Anna sans méchanceté. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Et votre quatrième erreur, docteur Reed, dit Anna d'une voix plus basse, c'est le kawa, le café. L'erreur de 500 ans. Un mot qui fait exploser tout votre récit. Vous et Monsieur Sterling avez acheté une feuille de vélin du Xe siècle. Ce n'est pas difficile à trouver, on en vend des folios vierges issus de manuscrits pillés sur n'importe quel marché noir. Vous avez engagé un calligraphe extrêmement doué, mais vous n'avez engagé ni historien ni linguiste. Elle se tourna du document et regarda Evelyn Reed droit dans les yeux. Vous n'êtes pas le docteur Evelyn Reed de l'Ashmolean, n'est-ce pas? C'est de la diffamation, siffla Reed. Non, répondit James, l'avocat du chèque, qui tapait furieusement sur son téléphone. Il leva les yeux, le visage sombre. Elle ne l'est pas. Je viens de vérifier. L'Ashmolean n'a aucune docteur Evelyn Reed dans son personnel. Il y a bien eu une Evelyn Reed, assistante de recherche. Elle a été renvoyée en 2010 pour avoir authentifié une série de fausses monnaies romaines. Elle a été déshonorée. La pièce explosa. Richard Sterling n'attendit pas. Il saisit la mallette pélicane, y fourra précipitamment la charte et bondit vers la porte. « Ce n'est pas fini, vous ne savez pas à qui vous vous attaquez !» Il n'alla pas loin. Frank, le chef de la sécurité, n'était pas homme à se laisser surprendre. Il bougea avec une grâce brutale et athlétique. Sterling heurta la porte, non avec la main, mais avec le visage, projeté par la prise de bras de Frank. Il s'écroula en un tas de coûteux tailoring. Un second agent de sécurité, posté dans le couloir, entra aussitôt et menotta les mains de Sterling dans le dos. Le docteur Reed, elle, ne courut pas. Elle s'effondra simplement dans son fauteuil, le visage froissé comme du papier. Elle était vaincue. « Relevez-le » ordonna le chèque. Frank hissa Sterling sur ses pieds. Son nez saignait, éclaboussant de rouge grotesque sa chemise de soie blanche. « Vous ne pouvez pas faire ça » cracha Sterling. « C'est une affaire civile, vous ne pouvez pas me retenir !»« Je ne vous retiens pas, monsieur Sterling » répondit le chèque en se levant. « Je suis un invité dans votre pays. Je demande simplement à ma sécurité de vous empêcher de partir jusqu'à l'arrivée de la Metropolitan Police. James, passez l'appel, je vous prie. Fraude, tentative de fraude pour un montant de 200 millions de livres sterling. Je suis certain qu'ils seront intéressés. » Les yeux de Sterling s'écarquillèrent d'une terreur authentique. Monsieur Davis, le directeur, qui s'était réfugié près du chariot de service, semblait sur le point de s'évanouir. Il assistait à un incident géopolitique dans sa salle à manger. Le chèque s'approcha de la table. Il regarda Anna, toujours debout, les mains dans les gants blancs trop grands, le cœur battant à tout rompre sous l'adrénaline. Il la regarda, puis le document falsifié, puis elle de nouveau. « Mademoiselle Thompson, dit-il d'une voix redevenue douce, qui diable êtes-vous, au nom de Dieu ?» La pièce, débarrassée des cris et de la menace immédiate, semblait immense et silencieuse. Richard Sterling et une docteur Reed catatonique étaient retenus dans le bureau adjacent par la sécurité du chèque en attendant les autorités. Monsieur Davis avait été expédié avec un whisky corsé et un avertissement encore plus corsé quant à la discrétion de l'hôtel. Il ne restait plus qu'Anna, le chèque, son avocat James et un docteur Barakat profondément humilié. L'adrénaline retombait, Anna tremblait. Elle portait encore son tablier. Elle était toujours, techniquement, la serveuse.
Par réflexe, elle commença à débarrasser la table, ses mains se tendant vers les verres d'eau. « Mademoiselle Thompson, dit doucement le cheik, arrêtez, je vous prie. » Anna se figea. « Asseyez-vous, dit-il, en désignant le fauteuil que Richard Sterling venait de quitter. « Monsieur, je ne peux pas, je suis membre du personnel. »« Vous ne l'êtes plus, répondit le cheik, non comme une menace, mais comme un constat. Vous êtes mon invité. Asseyez-vous, je vous en prie. » Anna s'installa lentement, maladroitement, dans le fauteuil moelleux à haut dossier. On aurait dit un trône. Elle gardait encore les gants blancs. Le cheik s'assit en face d'elle. Il versa lui-même 2 verres d'eau, le tintement des glaçons résonnant, et en poussa un vers elle. « Buvez. » Anna but. L'eau froide fut un choc. « Maintenant, dit le cheik en se penchant en avant, les yeux intenses, encore une fois, qui êtes-vous » Anna regarda la table, l'accord à 200 millions ruiné. Elle regarda le docteur Barakat, qui l'observait avec un mélange de honte et d'admiration professionnelle. Elle inspira profondément. Le temps de se cacher était fini. Je m'appelle Anna Thompson. Mon père était David Thompson, diplomate britannique. Ma mère. Sa voix se brisa une seule fois. Ma mère était le docteur Alia Al-Shami. Le docteur Barakat eut le souffle coupé. Alia Al-Shami, la calligraphe, l'auteur de la main koufique? Celle-là même. Oui, murmura Anna. Elle était ma mère, mais elle est décédée. Il y a 2 ans, dit Barakat, la voix pleine de révérence. Une immense perte, une lumière s'est éteinte. Oui, répondit Anna, refoulant une larme soudaine et piquante. Une longue maladie. Après notre départ de Damas. L'expression du cheik s'adoucit. Vous êtes la fille d'Alia Al-Shami. Ce n'était pas une question. Tout s'expliquait, l'arabe parfait, la connaissance encyclopédique, l'œil qui avait vu ce qu'un expert payé avait manqué. Elle ne vous a pas seulement enseigné, dit le cheik, elle vous a formé. J'ai grandi dans son bureau, répondit Anna, retrouvant un peu de force. J'étais son assistante de recherche dès que j'ai su lire. Nous avons fui à Londres quand la guerre a commencé. J'ai obtenu mon diplôme, mais quand elle est tombée malade, les factures médicales, les bourses universitaires ne suffisaient pas. Après sa mort, j'avais tellement de dettes. Et je ne voulais plus être la fille d'Alia Al-Shami. C'était trop de pression, trop de douleur. Je voulais juste être invisible. Elle baissa les yeux sur son tablier. Alors, je suis venu ici. Le salaire était bon, les pourboires encore meilleurs. Et personne d'Oxford n'aurait jamais imaginé manger dans un endroit où je pouvais travailler. Le silence dans la pièce était profond, empreint de respect. L'invisibilité, murmura le cheik, est un luxe que peu peuvent s'offrir, mademoiselle Thompson, et un fardeau pour celles et ceux qui, comme vous, sont nés pour être vus. Il resta un instant silencieux, assimilant tout cela. Puis son visage se durcit de nouveau, passant du passé au présent. Il se tourna vers son avocat. « James, il y a autre chose, monsieur. Cette arnaque, elle était à la fois trop élaborée et trop stupide. » « Que voulez-vous dire par l'anachronisme du Kawa » demanda Anna. « C'est une erreur de débutant, répondit le cheik. Une faute fatale, idiote. Sterling et Reed ne sont pas des débutants. Ils étaient des professionnels. Ils ont bâti un mensonge à 200 millions sur un faux parfait, avec une datation au carbone parfaite. Et puis, ils commettent une erreur historique de niveau lycéen. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Une peur froide, différente de la précédente, s'installa en Anna. « Vous avez raison, c'est trop évident. À moins qu'ils s'en fichent complètement, dit le cheik. Exactement. Et si leur but n'était pas que le document soit authentifié ce soir, mais qu'il soit authentifié ce soir? Mon Dieu, murmura James, soudain verdâtre, le contrat. Il attrapa la liasse de documents que le cheik avait failli signer. Il les feuilleta frénétiquement, passant les tableaux de paiement de plusieurs millions pour plonger dans les annexes. Les clauses boilerplate, les termes et conditions standards. Page 42, marmonna James. Sous-section E. Revendications historiques, résolution et arbitrage. Il lut le texte juridique dense, le visage de plus en plus pâle. « Votre Excellence, dit-il d'une voix tendue, c'est diabolique. Cette clause stipule qu'en authentifiant et en achetant la charte Al-Jamil, vous acceptez simultanément que toutes les revendications historiques liées au territoire du désert blanc soient soumises à un arbitrage contraignant par un panel désigné dans ce contrat. » « Et qui compose le panel » demanda le cheik, la voix mortelle.
3 sociétés de portefeuille, répondit James en lisant les noms, toutes enregistrées aux îles Caïmans. Attendez, ce nom-là, je le reconnais. C'est une coquille, une société écran connue pour appartenir à Richard Sterling. La pièce devint glaciale. Il ne vous vendait pas une revendication, balbutia James. Il vous tendait un piège. Expliquez. En signant, vous auriez déclenché un arbitrage que vous ne pouviez pas gagner. La charte aurait été révélée comme fausse, peut-être par Sterling lui-même une semaine plus tard. Mais cela n'aurait plus eu d'importance. La clause d'arbitrage aurait été activée. Et lors de cet arbitrage, ils auraient argué que, votre preuve principale étant un faux, l'ensemble de votre revendication sur le désert blond était frauduleuse. Le panel, son panel, aurait statué contre vous. Votre droit serait éteint à jamais. Anna se sentit malade. Donc, les 200 millions n'étaient que l'appât, conclut le chèque, les yeux sombres. Le droit d'entrée. 200 millions pour perdre un territoire qui vaut, au bas mot, 20 fois plus. Pas en œuvre d'art, mais en gaz naturel, en pétrole. L'arnaque n'était pas de 200 millions, murmura Anna, c'était des milliards. Une assassination corporative et politique déguisée en vente historique. Il ne falsifiait pas seulement un document, souffla Anna, il falsifiait une réalité juridique. Le docteur Baraka semblait horrifié. Et j'ai failli laisser faire cela. Le chèque se leva et marcha jusqu'à l'immense baie vitrée, contemplant le skyline pluvieux de Londres. Les lumières de la ville scintillaient comme un piège. Il était venu ce soir pour récupérer un fragment d'honneur familial. Il avait failli signer l'avenir entier de sa lignée. Il se retourna vers la pièce. Il regarda le tablier abandonné. Il regarda la jeune femme tremblante, brillante, en deuil, qui venait de le sauver. « Mademoiselle Thompson, dit-il, vos jours de cachette sont terminés. » L'arrivée de l'unité antifraude de la Metropolitan Police fut, comme tout le reste à l'Aléan, une affaire discrète et silencieuse. Pas de gyrophare, pas de sirène, simplement 3 inspecteurs au visage fermé en costumes élégants, escortés par l'ascenseur privé. Anna, James et le docteur Baraka étaient assis dans le coin salon, buvant le thé à la menthe fort et sucré qu'Anna avait enfin préparé. Pendant que le chèque donnait sa déposition dans le bureau adjacent, on entendait les protestations étouffées et indignées de Richard Sterling, qui fut rapidement et professionnellement réduite au silence. Le docteur Reed, entendit Anna dire un inspecteur, avait demandé son avocat et n'avait plus prononcé un seul mot. Le docteur Baraka n'avait pas cessé de regarder Anna. « Votre mère, dit-il en secouant la tête, elle aurait été si fière. Je la connaissais, vous savez. Nous avons correspondu lors d'un colloque à Berlin. Elle était lumineuse, un esprit comme un diamant. Et moi, j'ai failli à sa mémoire, j'ai failli à mon chèque. J'ai vu la beauté du faux et j'ai été aveuglé. Vous avez vu la vérité. » « Vous étiez simplement enthousiaste, répondit Anna, cherchant à être bienveillante. C'est exactement ce sur quoi il comptait. L'émotion, la cupidité, l'orgueil, c'est ainsi que fonctionne une bonne arnaque. Vous êtes très sage, mademoiselle Thompson, dit-il en inclinant la tête. Quand la police fut partie, emmenant Sterling et Reed, un calme profond retomba sur le penthouse. Il était presque minuit. La pluie avait enfin cessé. Le chèque revint, se massant les tempes. Il semblait épuisé. « James, docteur Barakat, dit-il, attendez-moi dans la voiture, je vous prie. J'aimerais m'entretenir en privé avec mademoiselle Thompson. » Les 2 hommes acquiescèrent, rassemblèrent leurs affaires et quittèrent la suite. Frank, le chef de la sécurité, s'attarda près de la porte. « Monsieur, tout va bien, Frank, je suis en sécurité avec elle. » Le chèque esquissa un petit sourire là. « Attendez-moi en bas. » Et puis ils furent seuls. Le milliardaire et la serveuse, entourés des décombres d'une arnaque à plusieurs milliards. « Ils iront en prison, dit le chèque, plus pour lui-même que pour Anna. Mais ce sont des petits poissons. Sterling, il n'a ni le capital ni les connexions politiques pour orchestrer cela tout seul. Il n'était qu'un homme de paille. Quelqu'un d'autre se cache derrière. Quelqu'un qui voulait neutraliser la revendication de ma famille sur le désert blanc. »« Une nation rivale? Une multinationale ?» demanda Anna. « Peut-être le découvrirons-nous, répondit le chèque. Il s'approcha d'elle. Cela, cependant, est un problème pour mon gouvernement. Moi, j'en ai un autre. Un problème que vous avez créé, mademoiselle Thompson. Le cœur d'Anna se serra. Monsieur, je traverse désormais une crise de confiance. Mes experts, mes conseillers, les systèmes que j'ai mis en place, tout a échoué.
Ce soir ne concernait pas seulement l'argent, il s'agissait de mon histoire, de mon héritage. Et tout s'est révélé fragile, vulnérable, face à un homme avec une belle histoire et un bout de peau de chèvre ancienne. Il marqua une pause, ses yeux plongés dans les siens. Et puis il y a vous, une femme capable de repérer une fioriture du XIIIe siècle dans une écriture du Xe. Une femme qui, pardonnez-moi, me servait du caviar il y a 1 heure à peine. Il secoua la tête. L'univers a un sens de l'humour noir et un sens du timing redoutable. Monsieur, je n'ai fait que ce que ma mère m'a appris. Précisément, répondit-il, et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez, pour moi. Il se dirigea vers le bureau. Je crée une nouvelle fondation. J'y pense depuis des années. Ce soir en a fait une nécessité. Je vais l'appeler l'Institut Al-Jamil pour l'intégrité historique. Le siège sera à Abu Dhabi avec un bureau secondaire ici à Londres. Il se tourna vers elle. Sa mission sera double. D'abord, trouver, authentifier et préserver les artefacts du Moyen-Orient pour les protéger des charlatans comme Reed et des opportunistes comme Sterling. Archiver numériquement chaque manuscrit que nous pourrons trouver, financer une véritable recherche. Il fit un pas de plus. Et sa seconde mission, traquer activement les faux, les exposer, démanteler les réseaux du marché noir qui nous revendent notre propre histoire, morceau par morceau, sous forme de mensonges. Anna resta sans voix. Son cœur battait vite, mais pour une toute autre raison. « J'ai besoin d'un directeur pour cet institut », reprit le cheik. « Je n'ai pas besoin d'un universitaire poussiéreux qu'on flatte facilement. Je n'ai pas besoin d'un bureaucrate. J'ai besoin de quelqu'un qui ait l'œil pour la vérité. Quelqu'un qui ait le sang d'Alia al-Shami dans les veines. Quelqu'un qui n'ait pas peur de parler même quand les hommes les plus puissants de la pièce lui ordonnent de se taire. » Anna baissa les yeux sur sa robe noire, sur le tablier qu'elle avait ôté et plié sur une chaise voisine. « Monsieur, je suis serveuse. J'ai 80 000 livres de dettes. Je ne suis pas celle que vous croyez. » « Je sais exactement qui vous êtes, » répondit le cheik d'une voix ferme. « Vous êtes Anna Thompson. Vous êtes la seule personne à Londres qui pouvait le sauver ce soir. Vos dettes seront réglées, c'est trivial. Votre poste, c'est à vous de décider. Vous pouvez rentrer dans votre petit appartement. Vous pouvez retrouver un emploi où vous servez du café, vous cachez du monde, vous cachez de votre propre nom. Vous pouvez continuer à être un fantôme. » Il tendit la main. Ou vous pouvez venir travailler pour moi. Vous pouvez reclaim l'héritage de votre mère, le vôtre. Vous pouvez honorer sa mémoire non pas en la fuyant, mais en l'utilisant. Le salaire, ajouta-t-il avec l'ombre d'un sourire, sera suffisant. Vous disposerez d'un budget de recherche qui fera pleurer la Schmoliane. Vous ne répondrez qu'à moi. Il lui offrait une nouvelle vie, une vie qu'elle croyait perdue à jamais. Une vie dont elle avait eu trop peur pour seulement oser la rêver. Vous n'aurez plus jamais à être invisible, Anna, sauf, bien entendu, lors d'une mission d'infiltration. Anna regarda la main tendue. Elle pensa à sa mère, aux années passées dans le bureau, à l'odeur des vieux livres et de l'encre. Elle pensa à la vie grise et anonyme qu'elle menait. Elle en avait fini avec les fantômes. Elle essuya sa paume moite sur sa robe. Elle se leva, droite, et pour la première fois soutint son regard, non comme une servante, non comme une victime, mais comme une égale. Elle plaça sa main dans la sienne. « Quand est-ce que je commence ?» 1 an plus tard, l'atrium du nouvel institut Al-Jamil pour l'intégrité historique à Abu Dhabi était une merveille de verre et de lumière. Le soleil ruisselait, illuminant un vaste hall central. Au centre, sur un simple piédestal de pierre, trônait une unique page de manuscrit illuminé. Une femme se tenait devant, donnant une leçon à un petit groupe d'étudiants en master. Elle avait la fin de la vingtaine, vêtue d'un tailleur en lin élégant et ajusté. Ses cheveux n'étaient plus tirés en chignons sévères, mais tombaient en douces vagues sur ses épaules. Ses yeux noisettes brillaient, concentrés. Le faux, disait Anna Thompson d'une voix claire et autoritaire, était presque parfait. Le vélin était du Xe siècle. L'encre fer gallique était chimiquement correcte. L'écriture koufique était une copie irréprochable. Elle désigna l'image haute résolution de la charte Al-Jamil projetée sur un écran à côté. Mais il était irréprochable, poursuivit-elle. Et c'était la première erreur. L'histoire n'est jamais irréprochable. Elle est humaine, elle est désordonnée.
La faussaire, le docteur Reed, était une copiste, pas une maîtresse. Elle a copié la forme des lettres, mais pas leur âme. Elle avait peur de faire une erreur, et ce faisant, elle en a créé une. Elle zooma sur le mot « fatal ». Et puis, il y avait ceci, l'erreur fatale, l'anachronisme de 500 ans. Ils ont dépensé des millions pour construire une cage de fausses sciences, mais ils ont oublié de lire le texte. Ils ont privilégié le contenant au contenu. Voilà pourquoi nous sommes ici. Pas seulement pour dater au carbone ou faire des analyses spectroscopiques, mais pour lire, comprendre, connaître l'histoire si bien que nous sentons immédiatement quand quelque chose cloche. Un étudiant leva la main. « Directrice Thompson, qu'a-t-il arrivé au faussaire ?» Anna sourit, un petit sourire satisfait. Le docteur Reed, ou plutôt Evelyn Reed, a pleinement coopéré. Elle purge une peine de 2 ans, réduite grâce à son témoignage. Le calligraphe qu'ils avaient engagé était un malheureux artiste d'Istanbul qui ignorait tout de l'usage de son œuvre. Il est aujourd'hui l'un de nos consultants. Et Richard Sterling ? Monsieur Sterling, répondit Anna, purge une peine de 12 ans pour fraude. Mais surtout, son témoignage nous a menés à l'homme qui se cachait derrière lui. Qui était-ce ? Une entité corporate rivale, répondit Anna avec aisance. Une holding qui pensait avoir une revendication concurrente sur le désert blanc. Après le scandale, son conseil d'administration a été restructuré. Leur revendication s'est révélée sans fondement. Elle n'avait pas besoin de leur raconter toute l'histoire. Comment l'équipe juridique du Cheikh, financée par l'Institut, avait lancé une contre-attaque chirurgicale et dévastatrice qui avait non seulement exposé la multinationale rivale, mais l'avait pratiquement mise en faillite. Les champs gaziers du désert blanc étaient désormais en sécurité. La charte Al-Jamil, conclut Anna, est aujourd'hui la pièce maîtresse de notre collection d'enseignements sur les faux. C'est le faux le plus précieux que nous possédions. Un rappel à 200 millions de dollars qu'il faut toujours lire les petites lignes. Les étudiants rirent et prirent des notes. Après la conférence, Anna traversa son laboratoire. Le docteur Barakat était devant un scanner haute résolution en train de numériser avec bonheur un Coran du XIVe siècle, le visage rayonnant d'un nouveau sens à sa vie. Il était désormais son directeur des acquisitions. « Anna, le courrier d'Arabie Saoudite est là. Ils ont apporté les manuscrits. Ils t'attendent dans ton bureau. »« Merci, docteur. » Elle entra dans son bureau, grand, lumineux, avec un mur entièrement vitré donnant sur les eaux bleu-vert du golfe Persique. Il sentait le vieux livre et le café. Assis à son bureau, sirotant une petite tasse d'espresso, se tenait le cheikh Khaled Al-Jamil. « Votre Excellence, dit Anna, surprise, je ne vous attendais pas. »« J'étais dans le quartier, répondit-il, les yeux pétillants. J'ai surpris la fin de votre cours. La forme, mais pas l'âme, les mots de votre mère. » « Elle est constamment présente ici, dit Anna en effleurant une photo encadrée du docteur Alia Al-Shami sur son bureau. Bien, elle le mérite. Le cheikh se leva, tenant un dossier. Je vous apporte un nouveau défi. Nous avons des signalements. Un collectionneur privé à Genève prétend avoir acquis un astrolabe perdu provenant de la collection personnelle de Saladin. Les yeux d'Anna s'illuminèrent. L'astrolabe de Saladin, c'est un mythe, une légende. C'est ce qu'on dit, répondit le cheikh en lui tendant le dossier. Le prix est conséquent. Le vendeur est très prudent. Il refuse d'envoyer des photos. Il exige une authentification en personne. « Genève, vous partez ce soir, ajouta le cheikh. Franck vous attend. Vous entrerez en tant que consultante de l'acheteur, anonyme, invisible. » Anna leva les yeux du dossier, un sourire lent se dessinant sur son visage. « Invisible, monsieur. »« Le meilleur genre de visibilité, répondit le cheikh. Emmenez le docteur Barakat avec vous. Cette fois, j'aimerais qu'il voie la vérité avant qu'on ne la lui montre. » « Oui, votre Excellence. » Anna prit son sac, l'esprit déjà en marche, triant dates, données et cartes stellaires historiques. Elle était Anna Thompson, la directrice. Elle était la fille d'Alia Al-Shami. Elle était une érudite, une détective, la gardienne de 1000 ans d'histoire. Elle n'était plus en fantôme. C'était elle qui chassait désormais. D'une rue londonienne battue par la pluie à la tête d'une fondation de plusieurs milliards de dollars, la vie d'Anna Thompson a changé en l'espace de 5 mots de vérité. Son histoire nous rappelle avec force que la voix la plus importante dans une pièce n'est jamais la plus forte, la plus riche ou la plus puissante. C'est celle qui a le courage d'être honnête. Elle montre que la connaissance profonde, l'intégrité et le courage de parler peuvent changer le monde. Ou, dans ce cas précis, sauver une fortune de 200 millions de dollars et un héritage valant des milliards. Si cette histoire vous a inspiré, montrez-le nous.
Cela nous aide à créer d'autres contenus comme celui-ci. Cliquez sur Like, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne voudrez pas rater la prochaine histoire que nous déterrerons.